Le sang est censé être synonyme de sécurité. Dans ma famille, le sang était un code d'accès, un sésame que l'on agitait pour franchir les cordons de velours. Le jour où mes parents ont rayé ma fille adoptive de la liste des invités au mariage de mon frère, ma mère n'a même pas baissé le ton. Elle n'est pas des nôtres. Nous n'acceptons pas les étrangers. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cherché à négocier. J'ai dit une seule chose, nous ne viendrons pas. Mais le jour de Thanksgiving, j'ai fait un geste discret devant tout le monde, et la table entière est tombée dans un silence de mort. Je m'appelle Aurore. J'ai 33 ans et je vis à Neuilly-sur-Seine, là où les gens s'expriment avec des phrases châtiées et commettent des bassesses avec des mains impeccables. Je gagne ma vie en restaurant des meubles anciens. Des antiquités authentiques, celles qui ont survécu aux guerres, aux inondations et à des générations de gens se croyant supérieurs à leurs ancêtres. J'ai toujours aimé ce travail. On décape le vernis et les mensonges jusqu'à ce que le grain du bois se révèle enfin. Il y a 3 ans, je suis devenue famille d'accueil. Je m'étais dit que ce serait temporaire. Un foyer sûr, un lit douillet. Un enfant pouvait faire une halte ici avant de repartir. Puis Luna est entrée dans mon couloir avec un sac à dos qui semblait bien trop petit pour contenir toute une enfance. 13 ans, de grands yeux, une bouche pincée, la posture de quelqu'un qui a appris à prendre le moins de place possible. Cette première semaine, elle m'a demandé la permission de boire de l'eau. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de demander la permission pour exister dans cette maison. Elle m'a regardé comme si cette phrase était écrite dans une langue qu'on ne lui avait jamais autorisé à apprendre. Luna était brillante, d'une manière silencieuse. Elle dessinait des bâtiments dans les marges de ses cahiers, des escaliers, des portes dérobées, des lieux qui semblaient solides et rassurants. Dans mon atelier, elle s'asseyait sur un tabouret et me regardait travailler, ses doigts traçant le veinage du vieux bois, comme si elle cherchait à comprendre comment quelque chose de brisé pouvait encore valoir la peine d'être réparé. Mes parents ne l'ont jamais comprise. Ils étaient de la haute bourgeoisie de Neuilly. Adhésion à des clubs privés, discours sur la lignée, une soif insatiable d'être vu comme étant du « bon monde ». Mon frère, Bastien, 30 ans, toujours en quête de gravir l'échelon suivant, absorbait leur obsession comme s'il s'agissait d'oxygène. La seule personne qui ne participait pas à cette mythologie familiale était grand-père Arthur, 78 ans, tranchant comme un hiver, vivant dans la dépendance au fond du jardin de mes parents. Grand-père Arthur adorait Luna. Ils réparaient des horloges ensemble à ma table de cuisine, leurs têtes penchées sur les engrenages comme deux conspirateurs. Il la traitait comme si elle avait de l'importance, sans jamais le clamer haut et fort, ce qui était la forme la plus pure de bienveillance. Mes parents, en revanche, toléraient Luna comme on tolère une tache indélébile que l'on n'arrive pas à faire partir avant l'arrivée d'invités. Ils étaient polis. Ils posaient des questions sur son école avec ce ton précautionneux que l'on utilise quand on ne veut surtout pas que la réponse soit compliquée. Ils l'appelaient « la gamine ». Jamais, ma fille, jamais, la famille. Je me disais que ce n'était pas grave, car il n'était pas cruel, jusqu'à ce que mon frère se fiance. Bastien a demandé en mariage Clara, une fille de la haute société locale avec un sourire qui aurait pu passer pour de la chaleur si l'on ne regardait pas de trop près. Ses parents étaient pires. Voix douce, regard perçant, le genre de personne capable de vous anéantir d'un simple haussement de sourcils. Ma mère a pleuré à l'annonce des fiançailles, non pas par joie, mais par soulagement, comme si Bastien venait enfin de justifier les années qu'elle avait passées à vénérer le statut social. Un mois plus tard, une invitation sur papier crème, gaufrée d'or et lourde comme une menace, est arrivée dans ma boîte aux lettres. Je l'ai ouverte sur le plan de travail de la cuisine pendant que Luna faisait ses devoirs. À l'intérieur, calligraphié avec élégance, un seul nom, Aurore. Juste moi. Luna a lu mon visage avant même que je ne puisse parler. Elle a hoché la tête une fois, trop calme, trop habituée, et s'est éclipsée dans sa chambre comme si elle s'efforçait déjà de se faire plus petite pour survivre. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché comme si elle m'attendait. N'est-ce pas magnifique, a-t-elle minaudé. Pourquoi Luna n'est-elle pas invitée, ai-je demandé. Un silence. Puis la voix de ma mère s'est adoucie sur ce ton mielleux et mortel. Ma chérie, ce mariage est délicat.
La famille de Clara, ils sont très à cheval sur la généalogie. Les racines profondes. Tu comprends? Ma fille n'est pas un désagrément que l'on cache, ai-je répondu. C'est une fille merveilleuse, a répliqué ma mère. Mais ce n'est pas notre sang. C'est ma famille. Ma mère a soupiré, impatiente. Aurore, nous n'incluons pas les étrangers. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai visualisé Luna demandant la permission de boire de l'eau. J'ai visualisé ma mère disant « étranger », comme si c'était une règle de savoir-vivre. J'ai gardé ma voix calme, car la colère était précisément ce qu'ils attendaient. J'ai dit une seule chose, nous ne viendrons pas. Puis j'ai raccroché. Les jours qui ont suivi l'invitation furent pires que l'invitation elle-même. Ma mère ne s'est pas contentée d'appeler. Elle a fait du théâtre. Elle laissait des messages vocaux commençant par un soupir, jouant la victime. Aurore, ma douce, tu es trop émotive. Sois logique. Puis, après une pause juste assez longue pour paraître raisonnable, elle enfonçait le couteau. Veux-tu que la famille de Clara pense que nous élevons des problèmes? Mon père était plus direct. Il m'envoyait des textos comme un juge rendant une sentence. Tu es égoïste. Arrête de punir ton frère. C'est plus important que tes états d'âme. Comme si la dignité de Luna n'était qu'un simple état d'âme. Comme si mes limites n'étaient qu'un caprice. Un après-midi, il a appelé et j'ai répondu par erreur, mes mains poisseuses de sueur. Sa voix était déjà irritée, comme si mon existence était une gêne. Tu as fini, a-t-il exigé. Fini quoi, ai-je demandé. Cette petite rébellion, a-t-il lâché. Tu fais toujours ça. Il faut toujours que tu fasses des scènes. Je fais comprendre qu'un enfant n'est pas jetable, ai-je dit. Il a ricané. Ce n'est pas ton sang. J'ai entendu le crayon de Luna gratter le papier à l'étage et j'ai senti ma colère se figer. La lignée de grand-père Arthur n'est pas non plus votre sang, ai-je dit avant de pouvoir me retenir. Un temps de silence. Qu'est-ce que tu as dit, a demandé mon père, soudain méfiant. Rien, ai-je répondu avant de raccrocher, le cœur battant la chamade. Même là, la vérité voulait sortir. Bastien a tenté une approche en personne quelques jours plus tard. Il s'est présenté à mon atelier alors que je refaisais un fauteuil, son parfum coûteux se battant contre l'odeur de la colle. Il se tenait sur le pas de la porte comme un homme espérant qu'une expression contrite puisse acheter le pardon. Écoute, a-t-il dit, la voix basse. Les parents de Clara ont demandé après toi. Ils ont demandé si tu serais là. Et qu'est-ce que tu leur as dit, ai-je demandé. Il a dégluti. Que tu étais occupé. Que tu ne pouvais pas venir. Je l'ai dévisagé. Tu as menti sur mon compte de la même façon que maman et papa mentent sur grand-père Arthur. Ses yeux ont fuyé. Tu n'es pas juste. J'ai ri brièvement. Être juste, ce serait inviter ma fille. Il s'est penché vers moi, l'urgence dans la voix. Aurore, si tu viens sans Luna, tout rentre dans l'ordre. Si tu ne viens pas, ça ressemble à un problème. Et si ça ressemble à un problème, ils vont m'en vouloir. Ils vont quoi, ai-je demandé. Ne pas te choisir? Son visage s'est crispé. Il n'a pas répondu. J'ai fait un pas vers lui pour l'obliger à me regarder. Dis son nom, ai-je dit. Quoi? Dis Luna, ai-je répété. Dis-le comme si c'était une vraie personne. Sa gorge a travaillé. Luna, a-t-il lâché, et cela sonnait forcé, comme s'il avait mordu dans quelque chose d'amer. Bien, ai-je dit. Maintenant, écoute-moi. Je n'apprendrai pas à cet enfant que l'amour est conditionnel. Ni pour ton mariage, ni pour l'ego de maman, ni pour le fantasme de papa. Les yeux de Bastien ont brillé. Tu agis comme si toi seul avais de l'importance. Non, ai-je dit doucement. J'agis comme si elle en avait. Cette nuit-là, Luna n'a pas pleuré. Elle est devenue silencieuse, ce qui était pire. Elle a nettoyé la cuisine sans qu'on le lui demande, frottant les plans de travail jusqu'à ce qu'ils brillent, comme font les enfants quand ils pensent que leur utilité est le prix à payer pour rester. Je l'ai surprise en train de rincer une tasse qu'elle n'avait pas utilisée.
Hey, ai-je dit doucement. Tu n'as pas à gagner ta place ici. Elle a haussé les épaules. Je donne juste un coup de main. Je l'ai observé un long moment. Tu as entendu Bastien aujourd'hui? Ses mains se sont figées sous l'eau courante. Un peu. Qu'est-ce que tu as entendu? Elle a fermé le robinet. Que je te rends la vie difficile, a-t-elle murmuré. Ma poitrine s'est serrée. Tu ne me rends pas la vie difficile, ai-je dit. Tu me rends honnête. Elle a cligné des yeux rapidement. L'honnêteté, c'est dangereux. Ça peut l'être, j'ai admis. Mais c'est aussi comme ça qu'on cesse d'appartenir aux autres. Après cela, mon téléphone est devenu une arme. Les textos de mon père étaient brutaux et furieux. Arrête de faire un scandale. Ton frère a besoin de ça. Ma mère laissait des messages vocaux dégoulinants de culpabilité. Ne gâche pas l'avenir de Bastien. Ne nous embarrasse pas, pense à notre rang. Bastien a appelé tard une nuit, la voix basse comme s'il avouait un crime. S'il te plaît, viens seul. Joue le jeu. Jouer le jeu en effaçant une enfant, ai-je dit. Ce n'est pas comme ça, a-t-il insisté, mais il ne pouvait pas le dire avec conviction. Qu'est-ce que tu as raconté aux parents de Clara, ai-je demandé. Il a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Bastien, ai-je dit doucement. Si tu peux me vendre pour une place à leur table, alors garde ta table. Il a durci le ton. Tu ne comprends rien. C'est ma vie. Ne gâche pas ça. L'expression préférée de mon père. Ne gâche pas ça. Comme si mon existence était un désastre. J'ai mis fin à l'appel. 10 minutes plus tard, j'ai trouvé Luna dans le couloir, son sac à dos sur le dos à nouveau. J'irai, a-t-elle murmuré, les yeux fixés sur le sol. Je partirai pour que tu puisses aller au mariage. Tu ne devrais pas perdre ta vraie famille à cause de moi. Quelque chose a craqué en moi. J'ai pris le sac à dos de ses mains. Il était léger, comme si elle avait appris à ne rien posséder qu'elle pourrait regretter. Écoute-moi, ai-je dit en m'agenouillant pour qu'elle soit obligée de croiser mon regard. Tu ne pars pas. Tu ne te diminues pas. Si je perds des gens qui ont besoin que je prétende que tu n'existes pas, alors ils n'ont jamais été ma famille. Sa lèvre a tremblé. Mais ils ne veulent pas de moi. Alors qu'ils gardent leur vouloir, ai-je dit. Nous garderons notre vérité. Le mariage a eu lieu sans nous. Neuilly a publié ses photos glacées. Ma mère a posté une image avec pour légende, la famille, c'est tout. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils me donnent la nausée. Une semaine plus tard, grand-père Arthur est apparu dans mon atelier sans prévenir. Pas de câlin, pas de réconfort. Il a simplement posé une petite clé sur mon établi. Coffre de banque, a-t-il dit. Dans le centre-ville, à mon nom. Je l'ai regardé. Pourquoi? Ses yeux étaient froids et déterminés. Tes parents ont oublié qui ils sont, a-t-il dit. Il est temps qu'ils s'en souviennent. Le lendemain matin, pendant que Luna était à l'école, je suis allée à la banque. Sol en marbre, portraits anciens. Le genre d'endroit où l'on se sent surveillé même quand on est seul. J'ai ouvert le coffre de grand-père Arthur avec la clé et j'y ai trouvé une chemise jaunie. À l'intérieur, un acte de naissance officiel d'un orphelinat daté de 1946. Enfant mal trouvé sur les marches de l'église. Pas de nom, pas de parents connus, nom attribué, Arthur. Je suis restée assise dans cette petite pièce à relire le document jusqu'à ce que les lettres cessent de danser devant mes yeux. Grand-père Arthur, le patriarche dont mes parents se servaient comme d'un blason, avait commencé sa vie comme un enfant abandonné, un étranger au sens propre. Il y avait d'autres documents aussi. Des notes, des lettres, la preuve de la façon dont mes parents avaient poli cette vérité pour en faire un mythe. Ils avaient payé des généalogistes, inventé des branches, comblé les vides avec de l'argent. Ils avaient bâti leur famille historique sur un homme dont ils avaient honte d'admettre qu'il n'avait pas de lignée. Et ils avaient effacé Luna pour être exactement ce que grand-père Arthur avait été. Thanksgiving est arrivé avec sa mise en scène habituelle. Mes parents ont organisé un grand dîner dans leur hôtel particulier. Lin, cristal, une table dressée comme une exigence.
Ils ont invité Clara et ses parents. Bien sûr, ce n'était pas une fête. C'était une audition. 2 jours avant, ma mère a envoyé un texto: « Viens, s'il te plaît. Juste toi. Soyons en paix. » D'accord, ai-je répondu. Luna s'est figée quand je lui ai dit. Tu n'es pas obligée, a-t-elle murmuré, se préparant déjà à l'abandon. Je le dois, ai-je dit, mais pas comme il le pense. Je suis partie seule, habillée simplement, le dossier scellé dans une pochette transparente dans mon sac comme une lame silencieuse. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire triomphant qui s'est effacé en voyant mes mains vides, confirmant que j'étais venue sans mon enfant. Bien, a-t-elle murmuré, à peine audible, comme si elle était fière que j'aie appris l'obéissance. À table, mon père jouait les hôtes. Mon frère avait l'air tendu. Clara semblait parfaite. Les parents de Clara étaient assis comme des juges. Les conversations glissaient en surface de tout. Ma mère n'arrêtait pas de toucher mon poignet comme pour me rappeler que j'étais surveillée. Puis le père de Clara s'est levé avec son verre. À la famille, a-t-il dit chaleureusement, de cette voix pratiquée pour ce genre de salon. Aux racines profondes, au sang et à la tradition. En période de changement, il est important de savoir d'où l'on vient. Ma mère rayonnait. Mon père hochait la tête, avide d'approbation. J'ai vu la bouche de ma mère s'ouvrir, prête à ajouter notre propre héritage à la performance. Je l'ai laissé prendre une inspiration avant le mensonge. Puis je me suis levée, pas bruyamment, pas dramatiquement, juste droite. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai posé la pochette transparente au centre de la table, sur le chemin de table en lin, aussi doucement que si je déposais un dessert. Le plastique contre le tissu a fait un léger bruit. La pièce est devenue plus froide. La mâchoire de mon père s'est contractée. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai gardé ma voix stable. Grand-père Arthur m'a demandé d'apporter ceci. Il a pensé que ça irait bien avec le toast sur le sang pur. Ma mère a pâli si vite que c'en était presque comique. Aurore, a-t-elle sifflé? Je l'ai regardée et j'ai prononcé la phrase qu'elle avait essayé de me faire avaler. Tu m'as dit que ma fille adoptive n'était pas des nôtres, ai-je dit. Tu as dit que nous n'incluions pas les étrangers. Bastien a tressailli. Les yeux de Clara se sont aiguisés. J'ai tapoté la page du dessus à travers le plastique. C'est un dossier d'admission à l'orphelinat datant de 1946. Un enfant trouvé sur les marches de l'église. Pas de nom, pas de parents. L'orphelinat lui a attribué un nom. J'ai fait une pause assez longue pour que la table entière se penche. Arthur. L'expression de la mère de Clara a changé. D'abord de la surprise, puis quelque chose comme du dégoût, non pas envers l'enfant abandonné, mais envers mes parents. Le père de Clara a posé son verre lentement. Donc, la lignée de votre famille commence par un enfant trouvé, a-t-il dit, la voix mesurée. Oui, ai-je répondu. Un étranger. Le genre d'enfant que ma mère a dit qu'on laissait dans la rue. Le genre d'enfant qu'elle a effacé d'une invitation de mariage. Ma mère a tendu la main vers la pochette avec des doigts tremblants. C'est privé, a-t-elle murmuré. Je l'ai glissé à nouveau au centre. Vous avez rendu mon enfant privé, ai-je dit doucement. Je partage juste l'histoire familiale dont vous êtes si fière. Mon père s'est levé si brusquement que sa chaise a grincé. Comment oses-tu, a-t-il craché. Je n'ai pas élevé la voix. C'était le but. Profitez de votre repas, ai-je dit, calme comme du verre. Et profitez de la vérité. Les parents de Clara ont regardé ma mère et mon père comme s'ils avaient découvert de la moisissure dans une cave à vin. La main de Clara s'est serrée sur le genou de Bastien. Le visage de Bastien s'est vidé de toute couleur, son rêve s'effondrant en temps réel. J'ai pris mon sac et je suis sortie. Pas de claquement de porte, pas de discours, juste le clic net de la porte qui se fermait derrière moi. Quand je suis rentrée, Luna m'attendait sur le canapé, faisant semblant de regarder un film. Elle l'a mis en pause dès que je suis entrée. Tu as fait quelque chose, a-t-elle dit, la voix tremblante. Oui, ai-je admis, et le soulagement avait le goût de l'air pur après une noyade.
Est-ce qu'ils ont dit mon nom, a-t-elle demandé, toute petite. Ils étaient trop occupés à s'étouffer avec le leur, ai-je dit. Et pour information, si quelqu'un à cette table était un étranger, ce n'était pas toi. Les retombées furent rapides et polies, de cette manière dont Neuilly vous détruit sans se salir les mains. Mes parents ont cessé d'être invités à certains événements. Leur nom a disparu des comités. Ma mère a appelé, pleuré, supplié. Mon père a envoyé des textos pleins de rage. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, Bastien a frappé à ma porte. Cette fois, il ressemblait à un homme qui avait enfin réalisé que le sol sous ses pieds était un mensonge. Ils veulent un contrat, a-t-il dit, la voix éraillée. Les parents de Clara, un contrat de mariage des conditions, comme si j'étais un étranger. J'ai laissé le silence lui répondre en premier. Il a ri brièvement, amer. C'est le karma avec de bonnes manières, a-t-il dit. Une semaine avant le mariage, Bastien m'a appelé vers minuit. J'ai tout annulé, a-t-il murmuré. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Elle m'a dit qu'elle aimait l'idée de moi, a-t-il dit, la voix brisée. Pas moi. Et j'ai réalisé que j'aimais l'idée d'être à la hauteur. J'ai passé ma vie à auditionner. J'ai fermé les yeux. Je suis désolée, ai-je dit, et je le pensais vraiment, de la manière dont on le pense quand quelqu'un réalise enfin qu'il vit dans sa propre cage. Le mois de décembre est arrivé. Neuilly scintillait comme une carte postale, mais les fenêtres de mes parents étaient plus silencieuses. Grand-père Arthur passait plus de soirées chez moi à réparer des horloges avec Luna, grommelant son approbation quand ses mains devenaient plus fermes. La veille de Noël, mon petit salon brillait des lumières du sapin et des miettes de sablé. Luna portait un pull rouge et riait quand du sucre glace tombait sur la manche de grand-père Arthur. Il a appelé ça du sabotage. Elle a appelé ça un accident. Pour la première fois, le mot « famille » n'avait pas le goût du mensonge. Puis il y a eu un coup hésitant à la porte. Bastien se tenait sur mon porche dans un pull ordinaire. Pas de vernis, pas de performance. Il tenait une petite boîte enveloppée comme une excuse fragile. Luna est apparue derrière moi, rigide d'abord, puis curieuse. Les yeux de Bastien se sont remplis de larmes en la voyant. « Salut » a-t-il dit, la voix mince. « Salut » a répondu Luna, méfiante. Il lui a tendu le cadeau. « Je t'ai apporté quelque chose. » Luna m'a regardé pour obtenir la permission. J'ai hoché la tête une fois. Elle l'a déballé lentement et en a sorti un vieux compas d'architecte, le laiton usé, les bords lisses. Son souffle s'est coupé. « C'est magnifique » a-t-elle murmuré. Bastien a dégluti difficilement. « Tu es des nôtres » a-t-il dit, et les mots semblaient lui faire mal en sortant. « Et je suis désolé. Je suis désolé d'avoir essayé de t'effacer. Je suis désolé d'avoir laissé maman et papa me rendre plus petit. » Luna l'a fixé un long moment. « Est-ce que tu as encore peur » a-t-elle demandé. Il a hoché la tête. « Oui » a-t-il dit. « Mais j'ai plus peur de devenir comme eux. » Grand-père Arthur s'est raclé la gorge depuis son fauteuil. « Si tu veux changer, » a-t-il lancé, « fais-le avec des actes, pas des discours. » Bastien a tressailli, puis a regardé Luna à nouveau. « Je peux entrer » a-t-il demandé, tout bas. Luna a ouvert la porte un peu plus grand, imitant la façon dont elle m'avait vu faire quand la sécurité était en jeu. « Tu peux » a-t-elle dit. « Si tu es sincère. » Bastien est entré. L'air dans ma maison semblait stable, comme une horloge réparée qui bat enfin juste. Le sang ne fait pas une famille. C'est le choix qu'il a fait. Et le mensonge que mes parents vénéraient, le statut, la pureté, le fantasme des racines profondes, pouvait s'effondrer en une soirée. Mais ce que nous avions construit à la place était assez réel pour nous maintenir debout.